Non basé sur des faits réels, mais 100% réels. Brésil invisible, l'histoire vraie du justicier sourd de Rio. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Raimundo Silva était connu dans la banlieue de Madureira, non seulement pour sa surdité presque totale, mais aussi pour la manière dont il semblait tout percevoir autour de lui, même sans entendre un seul son. Né dans une famille modeste, il avait perdu l'ouïe enfant, mais avait développé une lecture labiale et une sensibilité visuelle qui le rendait presque une ombre en mouvement. Le surnom de Cegueta, le borgne aveugle, venait du mélange de cette surdité et de sa capacité à se déplacer vite et silencieusement, comme s'il voyait au-delà de l'évidence. Sa vie, cependant, changea de manière irrévocable un après-midi qui resta à jamais gravé dans la mémoire des habitants locaux, le jour où sa femme fut assassinée lors d'une agression brutale, alors qu'il était chez lui, impuissant à l'empêcher. L'agression eut lieu dans une ruelle étroite près de chez lui, et le son du coup de feu fut remplacé dans l'esprit de Raimundo par une image qui ne le quitta jamais. Le corps de sa femme gisant au sol, ses yeux vitreux et la sensation écrasante de la perte. La police, appelée, arriva en retard et avec peu d'intérêt, traitant l'affaire comme une de plus parmi tant d'autres en périphérie. La frustration et la rage qui consumèrent Raimundo ce jour-là furent le carburant de sa transformation silencieuse. Sans voix, mais avec un sens aigu de la justice, il commença à monter un réseau de surveillance basé sur l'observation, les signaux visuels et l'aide de la communauté, qui ressentait le poids de l'abandon des autorités. C'était le début de l'ascension de ce que la presse appellerait plus tard O Cegueta, un justicier que personne n'attendait. Raimundo se mit à marcher dans les rues de Madureira avec un regard attentif qui semblait capter jusqu'au moindre mouvement. Il n'avait pas besoin d'entendre les pas ou les conversations pour savoir qui était là. La lecture labiale et l'observation constante suffisaient. Il utilisait cette capacité pour traquer les responsables de la mort de sa femme, en particulier Carlinhos Navala, un homme que la communauté craignait mais que la police persistait à ignorer. Raimundo savait que la justice officielle ne viendrait pas, alors il décida qu'il ferait lui-même ce qui était nécessaire pour mettre fin à l'impunité. L'aide des habitants du quartier fut essentielle. Des voisins qui en avaient assez de la violence et du mépris policier commencèrent à fournir des informations à Raimundo, souvent en silence, par des gestes ou des billets. Ils voyaient en lui non pas un assassin, mais une sorte de justicier, quelqu'un prêt à affronter ce que tous craignaient. Ce réseau de soutien grandit et se renforça, permettant à Raimundo de connaître des détails qu'aucune force de police ne parvenait à capter. La banlieue se transformait peu à peu, un homme, seul assumant la mission de défendre la communauté qui se sentait abandonnée. Avec le temps, Raimundo commença à agir directement contre la bande de Carlinhos Navala. Ses méthodes étaient silencieuses, mais efficaces. Pièges, poursuites minutieuses, embuscades planifiées sur la base d'observations détaillées. Il n'utilisait jamais d'armes à feu. Sa principale arme était l'élément de surprise et la précision de ses coups, fruit d'années d'adaptation à sa condition auditive. Chaque mouvement était calculé pour causer le maximum d'impact avec le minimum de risque pour ceux qui l'aidaient ou pour lui-même. La nouvelle de O Cegueta se répandit rapidement, bien que la police ait tenté de minimiser les affaires, les qualifiant de crimes ordinaires ou de rivalités de trafic. Cependant, pour ceux qui vivaient à Madureira, Raimundo était une légende vivante. Les gens commençaient à se sentir plus en sécurité, même en sachant que ce n'était pas un miracle, mais la conséquence de quelqu'un qui refusait d'accepter l'impunité. La peur dans les yeux des criminels était claire, et même les plus dangereux évitèrent de sortir la nuit, se méfiant de sa présence silencieuse, prête à agir. Malgré le soutien de la communauté, Raimundo savait qu'il ne pourrait pas agir éternellement sans en subir les conséquences. Les autorités commencèrent à monter une force opérationnelle spéciale pour le capturer. Des agents fédéraux et des policiers locaux furent mobilisés, armés de technologie et de stratégies pour tenter de trouver cet homme qui, pour eux, était un problème à éliminer. Mais ce que personne n'attendait, c'était la résistance de la population, qui voyait en Raimundo un symbole de justice, là où l'État avait échoué. Les opérations pour arrêter O Cegueta étaient constamment déjouées. Les informations sur les mouvements de la police parvenaient rapidement à Raimundo grâce à son réseau de contacts qui comprenait des habitants, des commerçants et même certains
policiers de Madureira qui sympathisaient avec sa cause. La banlieue se transformait en un champ de mines invisible pour les autorités, qui ne comprenaient pas comment un homme sourd parvenait à s'échapper à plusieurs reprises, toujours un pas en avant. La tension montait, et la situation semblait sur le point d'exploser. Au fil des mois, Raimundo sentit l'étau se resserrer. La pression des autorités augmentait, et le nombre d'agents dans les rues ne cessait de croître. Il savait qu'un affrontement direct était inévitable, mais n'avait aucune intention de se rendre. La force opérationnelle menait des descentes, fouillait des maisons et tentait d'isoler des quartiers, mais rencontrait des portes closes et des regards méfiants. La population restait silencieuse, protégeant cet homme qui n'était plus seulement une légende, mais un symbole de résistance. Cet après-midi-là, Raimundo reçut une dénonciation urgente. Carlinhos Navala se réunissait avec ses hommes de main dans une ancienne usine abandonnée près du Manglier. Sans perdre de temps, il se prépara à ce qu'il savait être l'un des moments décisifs de cette histoire. Chaque détail était fondamental. Il devait agir vite et avec précision, car il savait qu'il était possible que la police surveille aussi ses pas. Le silence était plus fort que jamais, et l'odeur d'huile vieille et de rouille dominait l'air dans ce lieu oublié par la ville. Raimundo s'approcha de l'usine avec prudence, profitant des ombres et du terrain irrégulier pour se cacher. Sa surdité, qui pour beaucoup serait une limitation, était pour lui un atout. Sans distraction sonore, sa vision s'aiguisait au point de percevoir le moindre mouvement. Du haut d'un tas de débris, il put observer le groupe réuni, notant la posture ferme et le regard de Carlinhos, qui commandait clairement la réunion. Chaque expression, chaque geste, était mentalement noté, formant une carte invisible de la situation devant lui. La tension dans l'air était palpable. Raimundo savait que la présence de ces hommes de main n'était pas seulement pour une réunion ordinaire, mais pour discuter des prochaines étapes du gang, potentiellement pour riposter à ses actions récentes. Il sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. C'était le moment décisif pour mettre fin à la violence qui affligeait son quartier. Sans aucun son pour dénoncer sa présence, il commença à planifier silencieusement comment désarmer cette cellule criminelle. La nuit tombait et, avec elle, une sensation d'inquiétude qui semblait anticiper ce qui allait arriver. Raimundo passa des heures à observer, notant mentalement chaque changement dans la routine des criminels. Il remarqua que le groupe avait une routine rigide, ce qui facilitait la planification de l'action. Pendant ce temps, l'air lourd de l'usine mêlait l'odeur de moisie, de rouille et de vieux carburant, créant un environnement claustrophobique qui semblait refléter l'état de tension de tous là-bas. Son silence contrastait avec les murmures et les rires nerveux des hommes de main, qui n'imaginaient pas être surveillés de si près. Cette même nuit, il rentra chez lui, juste pour prendre quelques objets qu'il utiliserait pour sa mission. Tout était simple, pratique, pensé pour ne pas attirer l'attention. Son visage restait sérieux, marqué par la détermination et la douleur qu'il portait encore de la perte de sa femme. Il savait qu'il mettait sa propre vie en danger, mais le sentiment de justice imminente était plus fort que toute peur. Pour Raimundo, cette nuit n'était pas seulement une bataille de plus, c'était l'occasion de mettre fin définitivement à cette histoire qui consumait son âme. L'action commença dès les premières heures de l'aube. Raimundo se déplaça silencieusement, avec la précision de celui qui connaît chaque recoin de la banlieue. Il utilisa les ombres comme alliés et compta sur l'obscurité pour s'approcher de l'entrée de l'usine sans être vu. La respiration, contrôlée et le cœur accéléré traduisaient le mélange d'adrénaline et de peur, mais il ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Le poids de la mission était dans l'air, dense et inévitable. En entrant dans l'usine, l'environnement parut encore plus oppressant. Des restes de machines et d'outils rouillés créaient des obstacles que Raimundo surmontait avec agilité, tel un fantôme. Il avait un objectif clair, déstabiliser la réunion et atteindre Carlinhos Navala. Le son étouffé des voix du groupe indiquait qu'ils étaient concentrés, mais il n'y avait aucun signe d'alerte. Raimundo utilisa sa lecture labiale pour capter des phrases importantes et comprendre la dynamique du moment, cherchant le meilleur point pour agir. L'attention focalisée, Raimundo se déplaçait avec précaution pour ne pas attirer l'attention. Il remarqua une brèche lorsqu'un des hommes de main sortit pour prendre un appel, rendant l'entrée plus vulnérable. Ce fut le moment qu'il choisit pour agir. Sans faire de bruit, il parvint à désarmer silencieusement le garde le plus proche de la porte, utilisant une technique apprise dans la rue et renforcée par la nécessité d'agir sans bruit.
La tension augmentait à chaque instant à l'intérieur de l'usine, et Raimundo savait qu'il devait être rapide. Il utilisa des morceaux de bois pour bloquer certaines issues, empêchant les hommes de main de s'enfuir ou de demander des renforts. Tout était méticuleusement pensé pour que le contrôle reste entre ses mains. Pendant ce temps, son esprit faisait des calculs rapides. Combien ils étaient? Où se trouvait Carlinhos? Quels étaient les risques de chaque pas? La sensation que le piège se refermait augmentait, mais il ne pouvait pas reculer. Raimundo avança silencieusement dans les couloirs sombres de l'usine, guidé par la lecture labiale des hommes de main qui chuchotaient et par les gestes nerveux qui trahissaient la tension ambiante. Il pouvait sentir l'odeur forte de sueur et de cigarettes mélangée à la moisissure des murs humides. À chaque pas, l'adrénaline montait, mais il gardait le calme nécessaire pour ne pas commettre d'erreur. Il savait que s'il était découvert, il n'aurait aucune chance. Finalement, il aperçut Carlinhos Navala au centre du hangar, entouré de ses hommes de main. L'homme semblait confiant, mais il y avait quelque chose dans son regard qui trahissait une appréhension croissante. Raimundo réalisa que le moment décisif approchait et que sa mission, qui avait commencé avec douleur et frustration, pourrait prendre fin cette nuit-là, pour le meilleur ou pour le pire. Raimundo prépara ce qu'il avait pour surprendre Carlinhos et ses hommes. Il savait qu'il ne pouvait pas les affronter de front, alors il choisit d'agir avec rapidité et efficacité en attaquant les cibles qui garantiraient le démantèlement du gang. Sa stratégie était simple, éliminer la direction et créer le chaos parmi les hommes de main afin qu'ils ne puissent pas réagir ensemble. L'obscurité de Zwanenser, l'usine et son silence absolu étaient ses plus grands alliés cette nuit-là. Lorsqu'il fit enfin le premier pas, une séquence d'événements rapides se déroula. Certains hommes de main tentèrent de réagir, mais furent surpris par la précision et le contrôle que Raimundo exerçait sur l'environnement. L'affrontement n'eut ni coup de feu ni cri, mais une brutalité contenue, mue par le besoin de justice qui consumait cet homme. Le sentiment de vengeance et de justice se mêlait dans l'air froid de l'aube, tandis que les ombres de l'usine témoignaient de cette lutte silencieuse. La confusion générée par Raimundo fit perdre rapidement le contrôle aux hommes de main. Beaucoup tentèrent de fuir, mais trouvèrent les issues bloquées, ce qui accrut le désespoir du groupe. Le silence qui prédominait jusqu'alors fut remplacé par des bruits étouffés de lutte corporelle, des pas pressés et le bruit occasionnel d'objets tombants. Raimundo, même sans rien entendre, parvenait à lire les mouvements de l'ennemi, anticipant ses actions avec une précision presque instinctive. Au milieu de ce chaos, Carlinhos Navala tenta de réagir, mais fut pris par surprise. Raimundo l'atteignit dans un couloir étroit, et l'affrontement fut rapide et direct, sans place pour l'hésitation. Le regard féroce des deux hommes reflétait l'intensité d'une histoire marquée par la douleur, la rage et un désir profond de justice. Quand tout fut terminé, Raimundo resta là, haletant, conscient que ce moment changerait à jamais le destin de la banlieue. Carlinhos hors de combat, Raimundo ressentit un mélange de soulagement et de vide. Il savait que cette victoire n'effacerait pas la souffrance qu'il portait, mais elle représentait une réponse à cette nuit tragique qui avait tout changé. Tandis que la police commençait enfin à enquêter sur les événements de l'usine, la communauté de Madureira vit en Raimundo un symbole de résistance contre le mépris et la violence qui ravagèrent le quartier. Cependant, le prix de cette lutte commençait à devenir clair. La force opérationnelle intensifia encore les recherches, cette fois déterminée à capturer le justicier sourd. Raimundo, cerné et avec peu d'alliés, savait que la confrontation finale était imminente. Pourtant, il ne montrait aucune peur, seulement la certitude que sa mission avait une limite, et qu'il ferait tout pour que la justice qu'il cherchait ne meure pas là. La tension monta dans les jours suivants, avec des rumeurs selon lesquelles la police préparait une opération à grande échelle pour encercler Raimundo. La communauté, cependant, restait divisée entre la peur de la violence et l'admiration pour l'homme qui osait affronter le crime par ses propres moyens. Beaucoup protégèrent le justicier, le cachant et transmettant des informations qui confondaient les agents fédéraux. Un après-midi qui semblait ordinaire, Raimundo se réfugia dans un hangar isolé où il réfléchissait à ses prochains pas. Il savait qu'il était encerclé, mais il sentait aussi le soutien silencieux de ceux qui croyaient en lui. Le poids de la solitude, mélangé à la responsabilité d'être un symbole, faisait osciller ses pensées entre le doute et la détermination.
La sensation que quelque chose de décisif était sur le point d'arriver devenait de plus en plus présente. Cette nuit-là, l'opération pour capturer Raimundo fut lancée. Des agents fédéraux encerclèrent le hangar avec des équipements tactiques et des véhicules blindés, préparés pour un affrontement intense. La banlieue, une fois de plus, ressentit le poids de la violence institutionnelle, tandis que les habitants observaient depuis les fenêtres et les portes, sachant que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Le silence qui régnait dans la communauté était lourd de tension et de peur. À l'intérieur du hangar, Raimundo se préparait à l'inévitable. Il savait que ce pourrait être la dernière bataille de sa vie, mais il était aussi certain qu'il ne se rendrait pas sans combattre. L'obscurité et l'odeur de poussière et de vieille huile se mêlaient au son lointain des pas et des voix des agents à l'extérieur. C'était l'affrontement final entre un homme et un système qui n'avait pas réussi à le protéger et qu'il avait choisi d'affronter seul. Le siège fut bouclé en quelques minutes. Des agents fédéraux avancèrent, lançant des grenades fumigènes et tentant de forcer l'entrée du hangar. Raimundo utilisa sa familiarité avec l'espace pour se déplacer rapidement, évitant les tirs et disparaissant dans l'ombre. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là, mais il ne pouvait pas non plus sortir facilement. La lutte était inégale, et le silence de l'homme sourd contrastait avec le bruit des armes et des ordres tactiques autour de lui. Au milieu de la confusion, une explosion inattendue se produisit. Un baril de carburant que Raimundo avait préparé explosa, créant un mur de feu qui empêcha l'avancée immédiate des agents. L'explosion fut si intense qu'une partie du hangar s'effondra, montrant clairement que cet affrontement ne se terminerait pas sans un prix élevé. Dans les minutes qui suivirent, tout fut envahi par la fumée, le feu et le silence. Raimundo disparut dans ce chaos, laissant une dernière question en suspens. Héros ou vilain? Les jours qui suivirent l'explosion, la police fouilla les décombres à la recherche de tout signe de Raimundo, mais rien ne fut trouvé. Son absence ne fit qu'accroître les légendes qui circulaient déjà dans la banlieue, renforçant l'image d'un homme capable de disparaître sous les yeux de tous. Pour de nombreux habitants, il n'était jamais mort. Il avait simplement disparu, laissant derrière lui un héritage de courage et de résistance. Même sans preuves concrètes, les autorités considérèrent l'affaire classée, attribuant à Raimundo la disparition et la mort présumée. Mais, dans les cercles de discussion et au coin de rue de Madureira, son nom était encore murmuré avec respect et crainte. L'histoire de cet homme sourd qui avait affronté le crime et le mépris des institutions continuait de vivre, suscitant des questions sur la justice, la vengeance et le coût de lutter seul contre un système défaillant. Avec la disparition de Raimundo, la banlieue fut marquée par une sensation étrange, un mélange de soulagement, de peur et de révérence. Les rues continuèrent d'être le théâtre de la violence, mais le nom Ochegeta devint une sorte de symbole, rappelé dans les fresques murales, les histoires et les conversations quotidiennes. Pour beaucoup, il représentait la justice que la police n'avait jamais offerte, un homme ordinaire devenu légende pour n'avoir pas accepté l'abandon. Malgré son absence physique, la présence de Raimundo semblait habiter chaque recoin de Madureira. Son héritage remettait en question ce que signifiait être un héros ou un vilain et laissait planer le doute. Jusqu'où la justice faite de ses propres mains peut-elle être justifiée lorsque le système échoue? Et plus important encore, qui paierait réellement le prix de cette justice? La mémoire de Ochegeta restait vivante, inquiétante et inoubliable. Des années plus tard, les jeunes de la banlieue grandissaient en entendant des histoires sur Raimundo Silva, l'homme sourd devenu justicier. Ces histoires circulaient dans les cercles de discussion, dans les écoles et même dans les commissariats locaux, où des policiers plus expérimentés racontaient les événements comme des légendes urbaines. Pour eux, Ochegeta était un exemple de la force qui peut naître de l'adversité et du courage silencieux, de ceux qui n'abandonnent pas, même quand tout semble perdu. Mais, en même temps, la figure de Raimundo soulevait aussi des questions difficiles. Beaucoup se demandaient si sa lutte en valait la peine, compte tenu du prix qu'il avait payé et de l'impact que sa vengeance avait eu sur la communauté. C'était une histoire de douleur, de résistance et aussi de conséquences inattendues qui continuaient à provoquer des débats sur la justice, la violence et la ligne ténue entre le bien et le mal. Sa mémoire était, avant tout, un rappel que la justice n'est jamais simple. Avec le temps, certains habitants plus âgés commencèrent à organiser des rencontres pour se souvenir de Raimundo et discuter de son impact.
Ces rencontres devinrent une sorte de rituel informel, où des histoires étaient racontées et des questions posées sur la justice et l'abandon de l'État. Pour Sia, beaucoup, Osegeta était plus qu'un homme. C'était un symbole de la lutte quotidienne contre l'abandon et la violence systémique. À chaque récit partagé, surgissait un mélange de fierté et de tristesse. Fierté pour le courage d'un homme qui refusa d'être une victime, et tristesse pour la nécessité qui le poussa à agir en dehors de la loi. Madureira portait les cicatrices de cette époque, mais aussi la certitude que, tant qu'il y aurait de la mémoire, cette lutte ne serait pas perdue. La figure de Raimundo Silva continuait de vivre dans l'imaginaire collectif, comme un fantôme qui n'a jamais quitté la banlieue. Aujourd'hui encore, l'histoire de Raimundo Silva, Ochegeta, n'a jamais quitté les conversations et les mémoires de Madureira. Il est devenu une sorte de légende urbaine, mais différente des histoires qui se perdent dans le temps. La sienne portait la force brute de la réalité et de la douleur vécue. Les gens qui l'ont connu, et ceux qui en ont entendu parler, ont gardé vivante la mémoire d'un homme qui, même sourd, a entendu le cri d'injustice de son quartier et a répondu par des actions qui ont changé des vies. Aujourd'hui encore, l'image de Raimundo inspire des discussions sur le rôle de la justice, l'abandon des périphéries et les limites de ce qui peut être qualifié de héros. Son histoire n'a pas de fin claire, car la vérité est qu'il n'a jamais complètement quitté les rues, ni l'esprit de ceux qui luttent pour la justice là où le système échoue. Et, pour beaucoup, Osegeta reste la preuve vivante que la justice ne meurt jamais, même quand elle semble invisible.